Bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on parle d'enjeux importants pour les gens de la MRC Maria Chapdelaine. Cette semaine, on va parler de soins palliatifs. C'est un enjeu important pour nos sociétés modernes. Et pour en parler avec moi, j'ai Audrey-Anne Lavoie, qui est médecin en soins palliatifs. Bonjour Audrey-Anne. Allô. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Et Joanie Veilleux, qui est membre du CA de la Maison Colombe-Veilleux et une descendante de Colombe. Une petite fille de Colombe-Veilleux? Oui, petite fille. Oui. Est-ce que tu as encore des souvenirs de ta grand-mère? Petit. Ouais. Quelques petits flashbacks, là, mais elle était quand même jeune. J'étais quand même jeune quand elle est décédée. Oui. Donc, on parle de soins palliatifs. Bon, c'est quoi un soin palliatif? Non, mais comment on définit ça? Oui, c'est plus large que ce que les gens pensent. Ben, parce c'est que ça. les soins palliatifs, on dirait que tout de suite, les gens sautent à la conclusion soins de fin de vie. Ouais. Sauf que c'est plus large. Soins palliatifs, dans le fond, ça inclut, oui, les soins de fin de vie, c'est vrai que ça en fait partie, mais ça inclut toute l'étape aussi avant où, en réalité, on veut soulager les gens. Dans OK. le fond, on peut séparer la médecine en deux grandes catégories, les soins curatifs, les soins palliatifs. Fait en curatif, c'est que j'ai une maladie que je sais que je peux guérir. OK. Je fais une pneumonie, je fais une infection, je fais une crise de cœur. On va guérir ça, puis après, on continue notre chemin. Il y a plein de maladies qui sont chroniques, ou des maladies terminales, on sait que ça, on ne peut pas en guérir. Maladie Ça- chronique, c'est une maladie qu'on ne peut jamais guérir. Qu'on va avoir toute notre vie. OK, Ça parfait. ne veut pas toujours dire qu'on ne peut pas la contrôler, Ouais. mais, exemple, un diabète, là, Diabète si je type suis 1. diabétique, je vais être Ouais. diabétique toute ma vie, Oui. on peut très bien vivre avec ça, mais on va toujours l'être. Donc, on va travailler toute notre vie avec cette maladie-là. En soins palliatifs, justement, dans le fond, on sait qu'on ne va pas guérir la maladie, mais on peut justement la contrôler. On peut travailler autour pour s'assurer que les gens ne soient pas souffrants et qu'on puisse avoir la plus belle qualité de vie possible. OK. L'idée des soins palliatifs, c'est ça. Ça se redivise en deux, comme on disait, entre soins de fin de vie puis soins palliatifs plus généraux. OK. Soins de fin de vie, c'est comme l'aide médicale à mourir. Entre autres, Entre autres, mais il n'y a pas juste ça. il n'y a pas juste ça. Soins de fin de vie, dans le fond, c'est juste qu'on va vraiment parler de la période de la fin de vie, là, les OK, dernières les semaines, les dernières derniers semaines. mois de vie, OK. quand on sait que la personne, là, on est en chemin vers notre décès. Mais cette étape-là, ça vient avec des soins qui sont différents parce que forcément, il y a plein de changements dans la santé puis dans le corps. Mais les soins palliatifs, donc, vont bien avant. Puis nous, on se bat beaucoup pour être impliqués dans le dossier des gens dès le moment où on a un diagnostic d'une maladie, justement, à visée palliative. Exemple, on a un diagnostic d'un cancer, on sait qu'il est métastatique, on sait qu'on s'en va éventuellement vers un décès de ce cancer-là. Pas besoin d'attendre d'être là en train d'en mourir pour bénéficier des soins palliatifs. OK. Ça va nous aider dans notre parcours. Un en parcours cours de pour route. aider à se rendre jusqu'au bout. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va dire, ben, tu sais, moi, je vais mourir de toute façon, puis les soins de fin de vie, tu sais, dans le sens où l'aide médicale à mourir, c'est de décider, mais qu'est-ce qui fait que ça peut être des soins de fin de vie, mais que c'est pas de l'aide médicale à mourir? C'est quoi un peu la différence entre les deux? OK. Je sais pas si c'est clair, ma question. Oui. Bien, en fait, en soins de fin de vie, c'est à partir du moment où on est capable d'identifier, nous, comme équipe médicale et le patient lui-même, que là, on est vraiment rendu à la période de la fin de vie. On sait que c'est les dernières semaines. On sait OK. que c'est les derniers mois. Donc, on se met à parler de la fin de vie. OK. Ceci étant dit, après ça, les gens vont décider comment ils veulent vivre ça. Et ça dépend de la qualité de vie qu'on est capable d'avoir à cette étape-là. ouais, Même ouais. si c'est mon dernier mois, si je suis encore en forme et que ça va pas pire, bien, il peut valoir la peine d'être vécu ce mois-là. Ouais. Par contre, ou à l'inverse, même s'il me reste encore 1 an, 2 ans, 3 ans à vivre, si en ce moment j'ai énormément de souffrance, j'ai pas de qualité de vie, je suis au lit toute la journée, bien, ça se peut que la personne me dise je les prendrai pas les 3 ans qui me restent. Puis si la personne ne peut pas consentir aux soins de fin de vie, tu sais, comme par exemple, moi, ma mère, quand ils ont dit il n'y a plus rien à faire, Ouais. elle n'avait plus la tête pour dire, ben je veux c'est ce qu'elle aurait voulu, mais elle ne pouvait plus nous le dire. Donc, elle a eu les soins palliatifs comme on a attendu qu'elle décède, c'est ça? C'est bien ça la différence? Bien, en fait, dans les soins de fin de vie, tu sais, tout le monde va en avoir. Dans notre vie, on va tous avoir des soins curatifs parce qu'on va tous avoir des petits épisodes Ouais. de vie où on peut guérir de ça, puis on va tous finir à un moment donné par avoir des soins palliatifs puis des soins de fin de vie. Parce qu'on aboutit à un moment donné dans notre période de fin de vie, puis ça va nécessiter des soins de confort, dans le fond. Ouais. L'aide médicale à mourir, c'est une des options, c'est un des outils qu'on peut utiliser en fin de vie OK. pour se soulager. Mais il y a un autre arsenal. Il y a beaucoup de choses qu'on utilise. On utilise des médicaments contre la douleur, on utilise des médicaments contre l'anxiété, on utilise justement des soins en termes juste d'accompagnement, d'avoir du personnel. Tu sais, à la Maison Colombe-Veilleux, on le fait énormément, là, mettre ce milieu-là autour des gens pour diminuer l'inquiétude qui se passe face à la fin de vie. Puis, les gens parlent beaucoup d'aide médicale à mourir parce que dans la société, on en parle énormément. Ouais. Mais je te dirais que même dans les options de fin de vie, là, il y a comme 3 parcours, il y a 3 chemins. OK? OK. Fait que si moi, on me trouve une maladie, j'ai un cancer, par exemple, on me dit je vais mourir de ce cancer-là, bien, j'ai 3 choix. Je peux choisir les soins palliatifs
conventionnelle, si on veut, ou à ce moment-là, ça va être mon décès naturel qui va venir, je ne sais pas quand mon corps va être rendu là. Puis, en cours de route, par contre, on va m'accompagner avec des médicaments pour que je vive le mieux possible ces mois-là. OK. Ça, c'est soins palliatifs De base. habituels, conventionnels. Conventionnel. L'aide médicale à mourir, c'est l'autre extrême parce que, dans le fond, à ce moment-là, on prend le contrôle sur le décès. Tu sais, je te dis, en soins palliatifs, ça arrivera naturellement quand ça arrivera. Puis souvent, les gens vont nous demander quand est-ce, on est à quelle étape, puis c'est très dur de prédire ça. En aide médicale à mourir, bien là, la personne elle-même a le contrôle sur quand est-ce qu'elle va décéder. Et ça, tu as raison, ça prend son aptitude. Ouais, Il n'y a c'est que ça. la personne elle-même qui peut décider ça. Moi, je peux pas dire, mon proche, je trouve qu'il a l'air souffrant, On ne il me suggère semble pas, bien. vous ne suggérez pas. Non. En fait, ben, c'est important que les gens sachent que ça fait partie de leurs options, mais tu sais, moi, Oui, jamais oui. je vais rentrer dans une chambre, voir une personne, puis me dire « Hey, il me semble que vous seriez rendu à l'aide médicale à je mourir. comprends. Est-ce que on peut donner notre consentement là-dessus préalablement? Tu sais, par exemple, je fais mon testament, de dire si j'ai une maladie dégénérative, moi, je vous le dis, je veux l'aide médicale à mourir. On peut-tu faire ça ou là, je dis n'importe quoi? Là? Bien, alors, tu dis pas n'importe quoi, mais il y a des nuances, parce OK. que ça, c'est arrivé effectivement dans les derniers mois, qu'on est arrivé avec les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. OK. Donc ça, c'est avant qu'on soit face à une maladie qui va nous causer la mort, là. Puis c'est utilisé pour les maladies qui ont le potentiel de nous faire perdre notre aptitude. OK? Puis qu'on peut dire Comme, avant, mettons, si des je ne lymphomes au suis cerveau. plus capable de te le répondre à ce Ouais. moment-là, je vais mettre déjà des critères qui vont dire dans cette situation-là, c'est ça que je voudrais. OK? Par contre, ça doit toujours être fait à partir du moment où tu as déjà le diagnostic. Il faut que tu connaisses c'est quoi la maladie que tu as pour savoir c'est quoi qui t'attend, pour dire à pouvoir quelle demander. étape de ce parcours-là tu vas vouloir te Fait que rendre. tant que t'es Moi, pas je ne pourrais malade, pas tu pourrais dire pas. exactement si un jour j'ai telle maladie, OK. Non. je veux telle fin. Il faut vraiment Il faut avoir... vraiment que tu saches c'est OK. quoi la maladie que tu as. Là, nous, on va t'expliquer, bon, Joanie, tu as une maladie de Parkinson, voici ce que ça va impliquer pour la suite. Et là, tu vas pouvoir me dire, OK, bien moi, à cette étape-là, je décrocherai. Puis là, tu remplis le formulaire pour l'aide médicale à mourir qui dit, OK. avec ces critères-là, je voudrais déclencher une aide médicale à mourir. OK? Puis là, tu en as parlé de deux, mais tu disais qu'il y en avait un troisième. Oui. Ouais. Donc, soins palliatifs conventionnels où on accompagne Ouais. les gens, puis c'est le décès naturel. Aide médicale à mourir où la personne choisit elle-même de mettre fin à sa vie parce qu'il y a trop de souffrance. Puis l'entre-deux, qui est moins connu, s'appelle la sédation palliative continue. OK? Puis, ouais, ça vaut la peine d'être nommé parce que c'est vraiment pas assez discuté. OK. Pourquoi je dis un entre-deux, c'est qu'en réalité, dans la sédation palliative continue, on fait un coma médical. OK? OK. Donc, ça implique des soins palliatifs, là, c'est-à-dire qu'on accompagne à travers la maladie. Puis quand la personne nous dit, là, ça y est, j'en peux plus, on peut l'endormir et la garder endormie jusqu'au moment de son décès naturel. Fait que ça a une expérience qui ressemble un peu à l'aide médicale à mourir parce qu'on est couché dans notre lit, on a nos proches avec nous. On a décidé. On peut vivre le rituel, le moment de se dire au revoir, on a décidé, on injecte un médicament, puis après, la personne n'a plus conscience de rien. Fait que là-dessus, ça ressemble à l'expérience d'aide médicale à mourir, mais en réalité, on décède de notre maladie naturelle, on ne décède pas de l'injection. Est-ce que ça existait, ça, avant qu'on ait l'aide médicale à mourir? Oui. OK. Ouais, Ouais. moi, tu vois, je savais pas. Ça existait depuis plus longtemps, puis effectivement, ça n'a jamais eu autant de publicité, là, mais ça existe depuis quand même OK. longtemps. L'élément qui coince un peu des fois avec la sédation palliative, c'est que c'est plus restreint dans le temps. L'aide médicale à mourir, c'est disponible très tôt dans le parcours de la maladie. Les gens savent que à tout moment, si jamais là, je frappe un mur, je peux demander ça. La sédation palliative continue. L'idée, c'est que c'est très important, c'est pas par le coma qu'on fait mourir les gens. OK? Oui, c'est ça. Tu les places dans une situation où ils ne sentent plus la douleur. Pour les Ouais. soulager pendant que le parcours se fait tout seul Ouais, dans leur ouais. corps. OK? Sauf que si je mets Joanie dans le coma, tu vas bien, tu es en forme. Bien, dans 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, tu vas finir par mourir du coma si tu manges plus, tu bois plus, tu bouges plus. Puis à ce moment-là, oui. ben là, c'est une façon trafiquée d'avoir fait un aide médicale à mourir, pas selon les règles. Donc ça, c'est pas permis. Pour s'assurer qu'on fasse pas ça, parce qu'à l'inverse, si je te mets dans le coma et que tu décèdes demain matin, c'est pas parce que tu n'as pas bu cette nuit que tu es décédé, tu avais une maladie en toi qui c'est t'a ça. amené vers ça. Donc, pour encadrer puis s'assurer que la sédation fait juste soulager les gens mais n'a pas provoqué le décès, c'est restreint aux 2 dernières semaines de vie. OK. OK? Donc, c'est une option. C'est comme un joker qu'on peut se garder dans notre poche, de dire, ben moi, je vais faire mes soins palliatifs, je vais vivre une journée à la fois dans l'évolution de ma maladie. Quand je vais être Puis si jamais, là, rendu vers la fin, je suis plus capable, bien, au pire, on va m'endormir pour les dernières journées.
parce que ça devient moins compliqué que de faire le processus pour l'aide médicale à mourir, parce qu'on n'arriverait pas au bout du compte en dedans de 2 semaines à faire ça, c'est tout ça? C'est moins compliqué sur le plan administratif, Oui. parce que l'aide médicale à mourir vient avec quand même beaucoup d'évaluation puis d'organisation. Est-ce que de moralement, préparation. pour certaines personnes, c'est plus facile à accepter comme, Oui. comme porte de Ouais. sortie? Il y a des gens qui, ça parle bien plus que l'aide Ouais. médicale à mourir. Là, ça, t'as Probablement il y a quand des t'es gens plus qui proche de la sont pas là religion, non plus. dans les croyances. Ou... Oui, puis que, tu sais, qui veulent pas... oui, c'est ça, qui veulent leur décès naturel, mais qui disent « je veux pas souffrir, mais je voudrais décéder naturellement », bien ça peut être une façon... Un bel entre-deux. Puis en même temps, c'est ça, dans la sédation palliative, dans le fond, le consentement peut être donné par quelqu'un d'autre. Donc ça peut être une belle porte de sortie que l'aide médicale à mourir n'offre pas. OK. Des fois, là, on rentre dans la pièce. Moi, je vois bien que mon patient il est souffrant. On sait qu'on est dans les dernières journées. La famille me dit ça n'a plus de bon sens. On est tous d'accord Mais il a pour se plus dire sa ça. tête. Lui, il peut pas me parler. Aide médicale à mourir, c'est non, mais on peut s'entendre en groupe pour se dire hey, ça n'a pas de bon sens, l'endormir, puis le soulager de cette façon-là. Le laisser partir doucement. Ouais. Okay. Hey, merci. Là, on a mis plein de choses. Là. Excuse-moi, mais là, j'avais plein de questions. Mais... J'aime ça placer le cadre peut-être plus théorique en partant. Joanie, la maison Colombe-Veilleux, ici à Dobomissassigny, c'est une maison de soins palliatifs. C'est né comment, la maison Colombe-Veilleux, ici? Bien, c'est suite... tu sais, moi, ma grand-mère n'a pas vécu ses soins palliatifs en centre hospitalier. Elle les a vécus à la maison. OK. Puis, à la suite de son décès, mon grand-père a voulu créer, c'est la 3e maison palliative au Québec, donner sa maison pour créer la maison Colombe-Veilleux. Parce que c'est sa maison en plus. Oui, c'est pas vraiment... juste la maison, c'est sa maison. C'est la maison familiale OK. qui est maintenant la maison Colombe-Veilleux. C'est vraiment... Okay. Mon père a été élevé là, puis ses frères et ses sœurs. C'est vraiment encore cette maison-là. OK. Puis comment ça fonctionne? C'est une OBNL? Est-ce que c'est financé par le... Tu sais, comment ça fonctionne, mettons? C'est semi-privé public. Là. Okay. On est sous-financé au public. On en parle aussi pour ça, hein, ceux qui ont de l'argent. Donc, on est obligé vraiment d'aller collecter dans la société, au niveau des entreprises, au niveau des gens comme nous, là, des montants assez importants chaque année. Oui. Ouais. Parce qu'on est financé, en fait, au prorata de la population. Fait que, tu sais, le ministère va nous dire, OK, vous avez 25 000 habitants, on donne un lit par 10 000. Fait que là, déjà, on a de la chance, il en donne 3 et pas 2. Okay. Puis il y a un montant rattaché, un lit, ça donne 110 000. Puis ça, arrangez-vous pour l'année avec ça. Okay. Sauf que nous, à petite échelle, pour une petite maison, ben, on a énormément de coûts qui sont qu'on ait une grosse bâtisse ou une petite bâtisse. Ça prend du personnel, ça prend du chauffage, ça prend de l'électricité. Pour à peu près 3 lits versus 5 lits, ça prend à peu près le même personnel, mais ça vient avec des coûts. Le financement de 2 lits de moins. Oui. Fait que c'est un enjeu qui est considérable pour des petites maisons comme la nôtre. Ouais. À notre échelle, la subvention du ministère, il n'y arrive pas. Fait qu'on compense effectivement avec toutes les activités que la maison organise pour faire du financement. Là. C'est pour ça qu'on sollicite beaucoup. Oui, puis ça, vous faites ça à beaucoup, l'année, là. Bien, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lâcher. Là. Ben non. Puis est-ce qu'il y a il manquerait, qu'on ne veut pas rentrer dans vos états financiers, là, mais tu sais, pour bien fonctionner une maison comme ça dans un milieu, ça prend combien d'argent à peu près, là, pour nous donner une échelle? Là? C'est un peu plus de 700 000 par année, quand même, qui est majoritairement la masse salariale. Oui. Parce que la maison la maison est payée. On a une communauté qui donne énormément. Tous nos services ne coûtent pas. Les gens sont fiers aussi de cet endroit-là. Là, absolument. Oui. Fait que, tu sais, on peut pas couper plus vraiment dans nos dépenses parce que, rendu là, on va couper dans les services. Puis c'est vraiment pas ça qui est... Mais c'est pas ça qu'on veut. C'est vraiment pas ça qui est souhaité, là. Service, absolument. Là. Et puis... comment ça marche? Là, maintenant, je suis en train d'écouter l'émission. Là, moi, j'ai une entreprise où je viens de gagner, je sais pas, un héritage, puis je veux vous aider. Tu sais, comment on fait pour pouvoir participer à vos levées de fonds ou je sais pas, comment ça fonctionne?
On va passer le message. Ben, tu sais, ça peut être de diverses façons, là. Ça peut être simplement un don monétaire. Ouais. Ça peut être par des services. Tu sais, on fait souvent des travaux dans la maison pour... quelqu'un pourrait vous donner du temps, par exemple. Ben oui, tu sais, c'est un petit peu plus compliqué que ça, là, facturer des services. Mais quelqu'un qui n'a pas les moyens peut quand même trouver une manière de collaborer. Il y a toujours moyen de collaborer. Il y a des activités de financement qui vont être plus accessibles pour des gens qui ont un moins gros portefeuille, dont la collecte de canettes. Tu sais, il y a moyen dans les salons funéraires de mettre 10 $ dans une boîte. Le moitié-moitié. Le aussi, moitié-moitié. Tu sais, on a eu 3 moitié-moitié cette année. Ça a été un succès fulgurant. Wow. Fait que, tu sais, là, c'est une façon de donner, puis en même temps d'avoir la chance de gagner. Oui, puis comme on a une population vieillissante, j'ai l'impression que les gens, ils voient davantage l'importance. Moi, à 16 ans, j'aurais fait pas besoin de... Non, mais tu sais, on n'a pas la perspective de la vie, là. Tu sais, avec le temps, ben, de plus en plus de gens ont quand même passé au moins une fois par la Maison Colombe-Veilleux pour un membre de la famille ou un ami. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on s'en va vers quelque chose de plus connu. C'est moins stigmatisé qu'avant. Dans le mécénat, si vous donnez de l'argent, vous avez un reçu d'impôt. Ça peut... Non, mais on ne sait pas, mais tu sais, c'est vrai que c'est important à mentionner. Tout est là, dans le sens où on fait du bien aussi à la communauté. C'est vrai qu'on est quand même une petite communauté. Fait que, comme tu dis, je pense que des gens chez nous qui connaissent personne, qui est allé à la Maison Colombe-Veilleux, qui n'ont jamais mis les pieds, qui ne sont jamais allés voir là, c'est dur à trouver. T'sais. Non, mais je pense que tant que tu n'as pas été confronté à quelqu'un de malade qui passe par là, je pense que c'est des fois peut-être difficile de comprendre. Ça a l'air de quoi l'ambiance? Là, vous avez 3 lits? OK. Ça a l'air de quoi quand on rentre dans la Maison Colombe-Veilleux? Les gens qui sont allés, ça doit être calme? Je sais pas. Tu sais, c'est une ambiance qui est justement, c'est calme, c'est pas lourd. On s'attend, tu sais, quand on parle de soins palliatifs, puis c'est ce qu'on tente de déstigmatiser un petit peu. Tu sais, il y a encore des gens qui ont peur de tout ça, mais tu rentres, puis il fait beau, ça sent bon. C'est comme, tu sais, le plancher, il craque. On est dans une maison, là. Fait que... Bien, là-dessus, je trouve qu'on a énormément de chance parce que, justement, avec la maison que tes grands-parents ont donnée, on le sent qu'on n'est pas à l'hôpital. Ouais. Puis juste ça fait toute la différence du monde, là, parce qu'on a exactement les soins comme à l'hôpital. On a, tu sais, la qualité des soins puis de la médecine, c'est la même affaire, c'est les mêmes traitements, mais on est à la maison. Il y a une cuisinière toute la journée qui fait... Oui, ça sent les petites galettes, ça sent le gâteau, on vient se faire offrir un café. Les familles peuvent aller passer un peu de temps au salon. Des fois, justement, il y a plein d'échanges familiales qui se font là, à l'intérieur de la chambre, à l'extérieur. Les familles ont beaucoup plus de place, moi, je trouve. Les infirmières sont disposées, sont pas dans le jus comme à l'hôpital. Fait que les soins sont donnés sans être précipités. Est-ce que vous vous habillez quand même en infirmière médecin ou vous avez le droit de créer, je sais pas, une ambiance fleurie d'été? Absolument. Tout le monde est habillé. Bien là, moi, je suis pas un bon exemple. Mais on est habillé en civil. Non, parce qu'on veut créer l'ambiance que ça soit pas à l'hôpital. Fait que c'était une question de niaiseuse. C'est sûr qu'on a quand même des habits, ne serait-ce que pour la salubrité, puis il y a quand même des normes à respecter. Mais oui, l'objectif, moi, j'ai pas mon stéthoscope dans le cou toute la journée. L'objectif, c'est pas de dire à tout le monde je suis médecin, je suis infirmière, puis parlez-nous pas. Là. Il y a vraiment une cohabitation, puis une ambiance où on rit beaucoup plus que ce que les gens peuvent penser. On aime faire des mauvais coups. Je te dirais que là, à Noël, les infirmières participaient au lutin, là, faisaient dans les chambres des petits mauvais coups, des petites histoires comme ça. Donc, tu sais, justement, l'équipe a le temps de faire ces attentions-là, alors qu'à l'hôpital, c'est pas que les gens sont pas bien intentionnés, c'est qu'ils ont juste pas le temps. Dans cette structure-là, on peut pas le faire. C'est ça. Alors que c'est la force, je trouve, à la Maison Colombe-Veilleux, avoir le temps d'être ensemble, de prendre le temps de se connaître, de vraiment... Moi, ce que j'aime quand je vais là, quand je travaille là, c'est que chaque personne... on va vraiment avoir le temps de rentrer dans son individualité. Pas juste, je traite pas juste un cancer du poumon quand j'étais à la Maison Colombe-Veilleux. Il y a quelqu'un derrière Je traite la personne qui a ça. Puis c'est un peu l'intérêt aussi pour moi des soins palliatifs au grand complet. C'est que ce qu'on va faire, ce qu'on va traiter, ce qu'on va soulager dépend de ce que la personne me raconte, en fait. C'est quoi qui vous embête ces temps-ci dans votre qualité de vie? C'est-tu votre sommeil? C'est-tu votre appétit? Il y en a qui me disent, regarde, je dors pas de la nuit, mais j'ai travaillé sur les chiffres, j'ai jamais tellement dormi, ça m'embête pas. Parfait, on s'en occupe pas. Oui, j'ai des douleurs, mais moi, je suis habituée de vivre avec ces douleurs-là, ils me dérangent pas. OK, parfait. Dites-nous sur quoi on peut travailler. Puis c'est quoi? Je ne sais pas si Joanie, tu le sais, mais peut-être que... parce que toi, tu as déjà sûrement vécu d'autres types de décès en soins palliatifs à l'hôpital ou tout ça. C'est quoi l'avantage
pour la famille, pour la personne d'aller, tu sais, parce qu'on parle de la personne, elle va être mieux, elle ne sera pas en douleur, etc. Mais puis plus large que ça, j'imagine que c'est super bénéfique pour la famille, pour les gens. Comment vous vivez ça, les proches aidants redeviennent le membre de la famille qui n'est pas occupé toute la journée à gérer la médication, à gérer les soins d'hygiène. Tu sais, une femme redevient une femme, puis un enfant redevient l'enfant du parent. N'est plus le soignant, n'est plus l'infirmière là, à compter les médicaments. Tu vois vraiment la différence quand il passe par la maison Colombia. Oui. Dès qu'ils rentrent à la maison Colombia, on voit pour la famille justement que ça enlève un poids. Là. Il y a un stress qui part parce que là, ils savent qu'ils sont en sécurité. Fait que pour les proches, ils n'ont plus à s'inquiéter autant pour eux. Puis par rapport à l'hôpital, parce que l'hôpital offre cette délivrance-là aussi pour les familles, les familles ont plus de place à la Maison Colombia. Oui. Ils peuvent justement se rassembler. On a des célébrations. L'été, justement, là, les gens font un party dehors. Il y a une famille qui se ramasse là. Il y a des familles qui viennent souper. On a comme au sous-sol en bas là, qui se commandent de la pizza. Ça mange en bas, ça rit, ça jase. Fait que, il y a de la place, là, alors qu'à l'hôpital, là, tout le monde, quand on met les pieds là, c'est la même affaire. Là. On ne sait pas trop où se mettre. On ne veut pas déranger. On sent entre le mur et la peinture. Là. Fait que, on rentre, on parle avec notre proche, puis on s'en va. Oui. Alors que là, il n'y a pas d'heure de visite. Les proches peuvent rester. Il y en a qui restent à dormir quand ils veulent. C'est justement si ton conjoint, ton parent, peu importe, est en fin de vie là. Si c'est des enfants aussi, ça doit être beaucoup plus... Les parents doivent vouloir rester là tout le temps. Bien, exact. Oui, on a des gens qui habitent à la Maison Colombia avec leurs proches pendant les dernières semaines, là, qui vont être là 24 heures sur 24 parce que les repas aussi sont fournis en général pour un accompagnant par repas. Fait que ça permet d'être ensemble. À l'hôpital, il n'y a rien de ça qui est possible. Il faut que tu quittes pour prendre ta douche, il faut que tu quittes pour aller dormir. J'imagine que l'ambiance aussi... Bien là, pas pour un enfant, ça restera toujours triste, mais pour certaines personnes qui sont plus âgées, on doit sentir... Je dirais pas libéré, je ne sais pas quel terme dire, mais de sentir qu'ils vont partir, qu'ils finissent leur vie. Je pense que libéré peut quand même être d'une manière positive, en fait, là, pas dans la douleur. Tout ça, ça doit... ça fait... Bon, un enfant, on comprend que c'est d'autres choses, là, ça restera jamais... Mais j'imagine que ça doit, pour les personnes plus âgées, faire passer ça plus en douceur. Même peut-être pour les enfants, là, peut-être c'est moi qui se trompe. Oui, je pense que c'est moins dans l'âge puis plus dans la préparation. Okay. Par contre, tu as raison qu'avec l'âge vient une certaine préparation parce qu'à un moment donné, en vieillissant, on commence nous-mêmes à se préparer que ça On est moins surpris à 80 de se faire dire qu'on va mourir. Mais ça se travaille, ça se prépare. Puis nous, en soins palliatifs, ça fait partie de notre travail, ça, puis de nos objectifs, d'accompagner les gens dans cette réflexion-là. Tu sais, quand on parlait déjà tantôt aux soins palliatifs, on sait que tu as quelque chose de non curatif qui va t'accompagner pour la suite. On sait que tu es dans une étape de fin de vie. Ça fait partie des discussions, là, tu sais, on s'assoit longtemps avec les gens pour ça. Es-tu à l'aise qu'on rentre un peu là-dedans? Oui. Toi, à un moment donné, tu as... OK. Bon, toi, t'es condamné. T'sais. Mais là, il faut que tu ailles rencontrer la personne pour annoncer ça. Là. Comment... Peut-être que tu ne voudras pas répondre, mais tu sais, ça, pour toi, tu dois avoir une préparation aussi. Ça ne doit pas être évident d'annoncer à quelqu'un qui va être là. Puis après ça, comment, tranquillement, parce que les gens ne doivent pas réagir de la même manière, j'imagine. Comment on les amène tranquillement à leur faire réaliser que, tu sais, il y a des possibilités pour vous aider à passer à travers tout ça de manière peut-être plus douce, là. Mais c'est parce que c'est un choc, là, apprendre que tu vas mourir. Absolument. C'est plusieurs étapes, en fait. Je pense pas que dans une rencontre, on peut ça se fait de manière faire toutes ces étapes-là. Okay. Ouais, parce que souvent, effectivement, au début, il y a le choc, puis là, quand même, j'essaie de t'assommer avec toutes les informations sur ce qu'on va pouvoir faire par la suite. Là, je suis pas là, pour l'instant. Une fois qu'on a digéré ça un petit peu, là, après ça, oui, les gens vont nous revenir avec des questions sur « OK, mais là, c'est quoi la suite? Là? Ça implique quoi? » Fait que, tu sais, souvent, c'est petite étape par petite étape qu'on va digérer ça. Puis c'est un peu pour ça aussi que ça fait partie beaucoup de notre travail, parce que ça demande du temps, là. Tu sais, nous, il faut prendre le temps avec les gens. Je peux pas te garocher ça non plus puis dire « Bon, ben moi, mon 15 minutes est passé, il faut que je vois quelqu'un d'autre, là. » Faut que j'aille cocher. Puis tu as raison que pour nous, comme intervenant, il faut être à l'aise avec les émotions. Là, parce qu'on est dans de l'émotif tout le temps. On parle de ça, on va pleurer avec les patients des fois. Oui, c'était ça. Est-ce que tu essaies d'être froide, de donner de la distance pour te protéger, ou finalement, c'est plus facile quand tu embarques dans l'émotion des gens? Hey, puis tu n'as pas à me répondre si c'est trop personnel, là, c'est de la curiosité. En fait, oui, je pense que chaque personne est peut-être différente. On trouve notre équilibre. Ouais. Ça prend une certaine protection parce que c'est très dur, oui. Puis c'est récurrent. Oui, mais à l'école, on apprend beaucoup. On dirait que cette protection-là, c'est le détachement, c'est d'être froid, c'est de ne pas embarquer dans ça. Personnellement, ça n'a pas été ma réponse à moi, là, parce que je trouve que pour pouvoir accompagner comme il faut les patients, puis je veux dire, à un moment donné,
n'est pas des machines, là, on n'est pas Ben des non, numéros c'est de quand même. l'humanité, Là. là, c'est ça. C'était très énergivore pour moi d'essayer de me fermer complètement à ça. C'est plus simple de juste le vivre ensemble. Donc, ça se nomme. Là. Moi, j'arrive à le nommer aussi à mes patients, que moi aussi, ça me fait de la peine, que j'aurais aimé ça leur annoncer autre chose que ça en ce moment. Mais là, les résultats nous disent que, c'est quand même des choses qui se disent. Ça m'arrive de pleurer avec les patients. Puis, c'est encore là, à l'école, on ne nous dit de pas faire ça, mais au final, c'est toujours bien reçu. Là. Moi, en tout cas, je sais pas, mais j'ai l'impression que si mon médecin me disait que j'allais mourir, j'aimerais mieux que ça y fasse quelque chose. Qu'il y ait de l'empathie, Ouais. tu sais, Ouais. de sentir que... Sentir que lui aussi, il trouve que ça n'a pas de bon sens, tu sais, puis qu'il me comprend dans ma révolte de je peux pas croire que je suis en train de vivre ça, tu sais. Ouais. Fait que, puis même l'aide médicale à mourir, c'est quand même un moment particulier, là, assister à un décès, vivre un décès. Puis, en fait, moi, c'est moi qui paye sur la seringue, donc je provoque un décès. Donc, c'est sûr que ça a une charge psychologique qui est assez élevée. La première fois que tu fais ça, ça doit être quelque chose. Ben, j'imagine la 2, puis la 3, puis la 10e fois aussi, là, mais il y a quelque chose quand même là-dedans. Oui, c'est vraiment des grosses journées. Là. Émotivement, c'est vraiment prenant. Je pense que c'est important en équipe d'être bien soutenu. Là. Nous autres, on fait tout le temps des rencontres avant, des rencontres après, ou en équipe, on se demande là, comment tu vas aujourd'hui, comment ça se passe. On va vivre ça ensemble. Puis on n'est tous pas à la même place, parce que justement, dans l'équipe, parce qu'on fait toujours l'aide médicale à mourir à 3, hein, un médecin, un travailleur social, puis une infirmière. Fait que, tu sais, des fois, dans l'équipe, il y en a une que c'est sa première, il y en a une qui en a fait plusieurs, ou oups, moi j'ai eu un décès dernièrement, fait que là, ça me confronte. Ça change d'une fois à l'autre aussi. Là. Il y a des gens qui viennent nous chercher plus, qu'on a eu le temps de connaître davantage. L'entourage aussi, l'entourage du patient. Que des fois on connaît, que des fois on a le temps de vraiment connecter. Il y a des gens aussi que c'est des livres ouverts, là, que dès qu'on commence à les suivre, là, on dirait qu'on fait partie de la famille, on a le temps de vraiment connecter un lien. Bien là, ça peut pas nous laisser indifférents. Ben non, c'est ça. Puis c'est un petit milieu aussi ici. Ouais. Là, je sais pas ça fait combien de temps que tu es ici. Je sais que tu es de l'extérieur, mais à un moment donné, les gens se connaissent. Fait que les possibilités que la personne que tu rencontres ait des liens avec quelqu'un que tu connais, ça se multiplie davantage que dans les grands centres. J'ai l'impression, là. Mais ça a créé une force, par exemple, pour la maison. Tu sais, dans le sens, les gens, je disais tantôt, ils sont fiers de la maison Colombe-Veilleux. Absolument. Ils veulent que la garder. Puis je pense que chaque fois que vous avez fait des levées de fonds, les gens... Bien, dernièrement, on a fait beaucoup de levées de fonds, puis à chaque fois, tu sais, on reste surpris. Là, tu sais, les gens ont vraiment un sentiment d'appartenance qui est fort envers la maison, puis ils répondent vraiment à notre appel. Ouais. Tu sais, on pense qu'à un moment donné, il va y avoir une fin, puis les gens Parce que vous avez eu peur, hein? Il y a eu une fermeture à un moment donné ou un arrêt de service il n'y a pas longtemps, ça se peut-tu? Bien, c'est sûr qu'il a fallu fermer quelques fois pour le personnel. Parce qu'il manquait de personnel. Il manquait de personnel. OK, là, c'est pas à cause de la maison ou du financement, c'est une question comme on part. C'est pas ça, mais tu sais, financièrement, on est quand même dans une précarité. Fait qu'on peut pas... OK. Non, mais je voulais pas juste associer les deux choses parce que ça reste deux choses différentes. C'est moi qui avais mal compris. Mais tu sais, à chaque année, on arrive au bout. Fait qu'il faut s'assurer d'aller chercher assez de financement pour pouvoir continuer. C'est un travail sans fin. Puis vous, mettons, les veilleux dans le milieu, vous devez avoir... Tu sais, quand toi, tu dis que t'es... Moi, je te connais pas, mais dès que tu m'as dit que tu es la petite fille de Colombe-Veilleux, ben non, mais on a de la sympathie, à quelque part, parce qu'on croit, on sait que c'est un beau projet, puis c'est un projet qui était fédérateur pour la communauté. Ça doit être quand même... c'est le fun qu'on vous reconnaisse. En tout cas, je te donne ça pas juste à toi. Là, je sais pas, il doit peut-être avoir des cousines, puis plein d'autres mondes. C'est cool, hein? Moi, je trouve ça cool, en tout cas, que la famille soit encore impliquée, tu sais, dans le sens où je trouve que ça fait dans le don un autre niveau encore plus loin. Tu sais, oui, il y a eu le don de la maison, mais après ça, il y a eu tout le don du temps, puis du travail, puis du bénévolat qui continue d'être impliqué. Puis je trouve que, je sais pas, dans le respect aussi de cette vision-là, au départ, pourquoi elle a été ouverte, cette maison-là, bien, ça fait comme... la mission fait sens. Ça fait comme des gardiens, tu sais, pour s'assurer qu'on s'en va dans le bon chemin, tu sais, parce que comme tu dis, moi, j'arrive de l'extérieur, on s'implique là-dedans, bien, il y a toujours le fondement de la famille. C'était innovant pour l'époque, là, quand ça s'était créé. Oui, absolument. On commençait quelque chose. Aujourd'hui, je pense que tout le monde fait ben oui, mais à l'époque, il y a dû avoir, tu sais, il fallait quand même justifier qu'on avait besoin de ce genre de service-là quand les gens ne connaissaient pas ça. Je me dis que ça a dû être complexe quand même. Bien, c'est sûr que là, moi, tu sais, j'étais jeune à ce moment-là. C'est plus dur pour moi de me ramener au départ. Mais comme on dit, tu sais, les soins palliatifs, ça fait pas si longtemps que ça qu'on en parle ouvertement puis qu'on en parle en société. Puis ça fait-tu longtemps que c'est une spécialité en médecine? Non. Fait que, tu sais, de plus en plus, on s'en va vers ça. Il y a 35 ans, c'était innovateur. Ben oui. Maintenant... Puis on s'en va vers d'autres choses, tu sais. Il faut en être fier. Hey, je vous arrête.
quelques instants. On va prendre une pause, mais on continue. Là, c'est OK. vraiment intéressant. Allez, revenez-nous tout de suite après la pause parce qu'on continue de parler de soins palliatifs avec Audrey-Anne Lavoie, médecin en soins palliatifs, et Joanie Veilleux, qui est membre du CA de la maison Colombe-Veilleux et accessoirement la petite fille de Colombe. Là-dessus, on vous retrouve dans 2 minutes. À tout de suite. Ben voyons donc. Nous, ce qu'on voulait, là, c'était vraiment avoir l'impression de manger des bleuets sauvages. Aujourd'hui, j'ai la chance de venir découvrir Congèlerie Héritier qui a récemment lancé la marque Hiberna, qui sont jus de bleuets purs à 100 ainsi que d'autres fruits nordiques congelés. Et là, on s'en va découvrir l'usine avec leur merveilleux ours noir. Très hâte d'aller voir ça. On y va? La congèlerie, c'est un ensemble de producteurs qui se sont associés pour devenir autonomes dans le marché des bleuets sauvages majoritairement. On fait la congélation, la transformation du réemballage, majoritairement de l'exportation. C'est dans le fond, on prend le produit dans le champ puis on l'exporte dans plusieurs pays, Europe, États-Unis, Asie. Sinon, depuis mai, on transforme nos produits pour le marché local. C'est Hiberna que ça s'appelle. Il y a des fruits congelés, du jus de bleuets sauvages. Merveilleux. Bien là, nous, on a hâte d'aller voir vos belles installations. Écoute, ça va me faire plaisir de vous faire découvrir. On vous suit là-dedans. On est prête. Go! Comme d'hab, on rentre dans des places où personne ne voit. Comment est le procédé pour avoir ce jus-là? C'est fait à partir d'un bleuet congelé. En fait, le bleuet, il est broyé, il est pressé, puis il y a 2 filtrations qui est effectuée. Puis là, vous parlez du bleuet, mais je pense que vous faites d'autres fruits congelés. Fait qu'est-ce que c'est pas fruits et légumes? Oui, on fait de la gourgane. On fait de la gourgane, on fait de la camerise, de la rognan, de la canneberge aussi. Fait qu'on est capable de congeler tous ces produits-là. Avec une belle chronologie. Oui, exactement. Ces merveilleux jus de bleuet, où est-ce qu'on peut les retrouver? Où est-ce que les gens peuvent aller les chercher? Le jus de bleuet, il y a plus de 35 points de vente partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a aussi maintenant le bleuet 2 kg surgelé, la camerise, Adolbo, il y a IGA, Métro, Besson. Sinon, Normandin, la boulangerie, Normandin, et aussi, évidemment, au Délice du Lac-Saint-Jean, Albanel. Puis, tu sais, comme il n'est pas disponible, notre bon bleuet sauvage à l'année, c'est une façon de le consommer différente. Puis de plein de façons différentes. J'imagine dans des desserts. Les desserts, les cocktails, les mocktails. Ça fait très bien dans la boîte à lunch parce que c'est un petit ice pack. Ouais. C'est très bon pour la santé aussi, les bleuets avec des antioxydants. Merci tellement pour cette visite-là, nous avoir parlé de l'entreprise, de la dégustation. Merci à toi. Congèlerie Héritier, c'est vraiment une belle entreprise de Normandin qui valorise notre bleuet sauvage, mais également d'autres fruits nordiques. Allez voir leur site web pour plus de détails. On se revoit bientôt pour une autre capsule. Oh, il y a un ours sur le truc! Wow! Même les sarraux sont à l'effigie de Congèlerie Héritier. Parce que trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, Faire valoir ton expérience. ta sagesse, ton potentiel. nous sommes là. Pour encadrer ta démarche, trouver de nouvelles pistes, Identifier ce qui te motive vraiment. Pour t'aider à réseauter, Accéder au marché caché de l'emploi, prendre part à un milieu actif. nous sommes là. Intégrer le travail après une période de vie plus difficile. Après un moment de réflexion, Ou si tu veux changer ta situation. nous sommes là. pour relever les défis, Malgré les limitations, les doutes, Ou les différences. Pour identifier tes rêves. Faire preuve d'audace. oser aller plus loin. trouver ton emploi, Avec nous, Ici, c'est possible.
La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Et on est de retour à Échangeurs sur Code. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on parle de soins palliatifs avec Audrey-Anne Lavoie, qui est médecin en soins palliatifs, et Joanie Veilleux, qui est membre du CA de la Maison Colombe-Veilleux. Et bien sûr, je l'ai dit plusieurs fois, mais ça m'impressionne toujours, petite fille de Colombe. Donc, on revient à ça. Suzanne, on se posait la question, tu sais, ça coûte beaucoup de sous faire tout ça, mais qu'est-ce que ça coûte pour le bénéficiaire, la personne qui rentre à la Maison Colombe-Veilleux? Qu'est-ce que ça lui coûte? Est-ce qu'il y a des frais d'association? Non, c'est gratuit. Je pense que tout ce qu'il a payé, c'est ses médicaments. Tout est gratuit? Oui. Okay. La seule chose, dans le fond, effectivement, les médicaments, dans le fond, qu'on prescrit sont fournis par la pharmacie communautaire, comme quand on est chez nous qu'on va à la pharmacie. Okay. Fait que ça, les gens, les familles continuent de payer ces frais-là, mais tout le reste, c'est couvert par la maison. OK, quand même. Quand même cool, là. Ben oui. Non, parce que... je veux dire, l'hospitalisation en hôpital. Est-ce que ça coûte moins cher fin de vie ou soins palliatifs en maison de soins palliatifs ou en hôpital? En maison de soins palliatifs. Oui, en plus. Oui, bien parce que justement, les frais, dans le fond, sont couverts par nous, par nos levées de fonds, par notre collectivité. Tu sais, c'est pas le ministère, on l'a dit tantôt, le ministère nous couvre pour une partie, mais la grande majorité de nos frais, finalement, on les paye nous-mêmes. Alors qu'à l'hôpital, bien là, c'est le ministère qui paye tout. Puis on sait qu'une journée d'hospitalisation à l'hôpital, c'est des milliers de dollars. Là. Oui. Donc, chaque journée que les gens passent chez nous plutôt qu'à l'hôpital, bien, on fait sauver, finalement, au ministère, puis à nous tous, des milliers de dollars. Là. Wow, OK. Et c'est quoi Comment ça fonctionne, le processus d'admission? Faut-tu commencer... Bien, il faut probablement avoir sûrement un diagnostic. Mais comment ça fonctionne? Est-ce que tout le monde peut y aller? Est-ce qu'il y a des fois un engorgement de faire « Écoutez, cette semaine, on n'a pas de place? » Ça arrive. Ça arrive, ça. Ça arrive. OK. Oui. Bien, effectivement, parce qu'on est tout petit, vu qu'on a 3 chambres, oui, on a une certaine liste d'attente qui, des fois, est vide, puis des fois, il y a des gens dessus. On essaie d'aller à la priorité dans le sens où, bon, si dans la même semaine, j'ai 3 ou 4 ou 5 ou 6 demandes, bien, on va essayer d'aller voir qui est le plus en besoin actuellement. Donc, les gens qui viennent du domicile sont prioritaires sur les gens de l'hôpital. OK. À l'hôpital, ils sont pas mal pris, là. Ils sont déjà pris en charge. Puis on essaie d'aller voir aussi dans le pronostic de fin de vie, finalement. Là, quelqu'un qui va décéder, on pense, d'ici 2 semaines, va être prioritaire sur quelqu'un qui a encore 2 mois de vie. Mais justement, pour avoir une place à la Maison Colombe-Veilleux, c'est pas nécessaire d'être en train de décéder dans les heures qui suivent. Là. La mission de la maison, c'est d'accompagner les gens dans les derniers mois de vie. Généralement, les gens vont arriver... Tu sais, le séjour moyen ressemble à quoi? On est à 3 semaines. 3 semaines environ. La moyenne. Fait qu'on a des gens qui sont chez nous bien plus longtemps que ça. On a des gens qui sont chez nous moins longtemps que ça. Mais effectivement, déjà le 3 semaines, des fois, ça surprend des gens. Il y en a qui pensent, effectivement, quand je leur parle de la Maison Colombe-Veilleux à domicile, qui me disent « Ben non, je suis pas rendue là, je vais encore trop bien. » Bien, c'est correct si on ne veut pas entrer là, mais vous avez le droit d'être admis à la Mais Maison on Colombe-Veilleux. pourrait-tu être là 6 mois, par exemple? Ou ça n'a pas de sens? Parce que là, on prend un lit de quelqu'un. On prend plusieurs places là, sur 6 mois. Oui. Alors, quand moi je reçois une demande d'admission pour décider, parce qu'on a un comité qui va se pencher sur cette décision-là pour savoir qui qu'on admet, on prend les patients qui sont avec un pronostic qu'on estime entre 2 à 3 mois de vie, à l'intérieur de ça. Est-ce que ça veut dire qu'au bout de 3 mois, systématiquement, on les met à la porte? Non. C'est juste qu'au bout du 2 à 3 mois, on va réévaluer si c'est-tu encore la bonne place pour la personne. Si la situation de santé s'est stabilisée puis que finalement, la personne n'est pas en fin de vie, on voit que le processus de fin de vie n'est pas commencé, bien là, au bout de 3 mois, oui, à ce moment-là, on va relocaliser la personne. À l'inverse, le 3 mois s'est écoulé, mais on voit bien là, de semaine en semaine, la personne perd de l'énergie, le parcours est en cours, bien, on va la garder avec nous jusqu'à son décès. Là. Ça prendra 4 mois, ça prendra 5 mois s'il faut, mais on va aller au bout de notre histoire avec elle. OK. Et là, moi, si il y a quelque chose, un diagnostic, c'est quoi, je vous appelle, je prends rendez-vous sur Internet, comment ça fonctionne? Non, mais
Ça passe par l'équipe de soins, en fait. OK. Donc, tu pourrais en parler avec ton médecin ou tu pourrais en parler avec... Souvent, les patients sont suivis et connus du soutien à domicile du CLSC. Quand on est rendu là dans notre parcours de santé, on a des besoins à la maison. Puis ça pourrait même être suggéré par le médecin ou le CLSC? Exact. Des fois, ça vient de nous. Là. Des fois, nous, on va dépister en se disant, il me semble que je trouve que vous avez l'air souffrant à la maison, ça a l'air compliqué, tout ça. Voulez-vous vous déplacer à la maison Colombier? Des fois, c'est les gens eux-mêmes qui nous en parlent. Je commence à me fatiguer, je me sens moins en sécurité chez moi, j'ai peur de tomber. Puis là, on va parler de nos options à ce moment-là. Mais ça prend un professionnel de la santé, finalement, qui va nous contacter, nous autres, pour nous dire « J'ai un patient, voici sa situation », parce qu'on va devoir prendre la décision avec le comité de qui est prioritaire, finalement. OK, ouais. Et est-ce que... Bon, il reste l'hôpital si jamais il n'y a plus de place. C'est un peu ça, c'est ça que je comprends? Oui. Ouais, OK. Fait que là, il faut démontrer qu'on est en fin de vie, il faut l'espace, il y a une question de timing aussi, j'imagine, non? Bien, oui, et c'est pour ça que c'est des choses qui se préparent, que moi, j'essaie avec les gens d'en parler d'avance, de ne pas attendre d'être rendu au moment où on ne peut plus être à la maison pour questionner sur, bien, à ce moment-là, on ferait quoi? Fait que, alors qu'on est encore chez nous, que ça va encore pas pire, mais de se mettre déjà à dire, bon, qu'est-ce qui nous ferait bouger? Tu sais, ce serait quoi votre limite à la maison? Là? C'est à quel moment que tu vas me dire ça marche plus? Puis est-ce que ça arrive que c'est parce que tu sens l'entourage, la personne qui est essoufflée ou qui est plus en mesure d'assurer un bon soin? Absolument. Puis tu sais, c'est tout à fait normal. Là. Je veux dire, faire tous ces soins-là, tu vois, nous, on est une équipe entière à faire des quarts de travail puis à se relayer, puis tu sais, c'est fatigant. Là. Ouais. Fait qu'imagine une famille qui fait ça 24 heures sur 24, qui endort plus la nuit puis qui, dans le jour, doit quand même être présent. Là. Tu sais, nous, quand on fait la nuit de travail, le lendemain, on dort. Là. Oui. Fait que c'est sûr que pour les familles, pour les proches aidants, à un moment donné, c'est épuisant. Puis là aussi, tu sais, la majorité du temps, les gens sont capables de nous le dire. Je suis à bout, je suis fatiguée. Puis des fois, les gens le voient pas eux-mêmes. Là, quand on a la face dedans, on s'en rend pas trop compte. Ouais. Des fois, on est tellement débordés qu'on n'a même pas 2 minutes pour se demander si on va encore bien. Fait que des fois, ça vient de nous aussi, hein, de s'asseoir avec la famille puis de dire, mais semble, je vous sens épuisé là. On pourrait vous aider plus que ça. Ou, tu sais, voudriez-vous qu'on fasse des d'autres drapeaux. choses, là? Ouais. Est-ce qu'on entre durant la pause, on a continué à parler, puis j'ai fait une blague, mais ça nous a amené à parler du répit. Parce qu'il y a des gens qui peuvent comme juste y aller, puis... Est-ce qu'il y a des gens qui guérissent à la maison? Ça se peut-tu, ça? Ça, c'est amusant, cette question-là. Non, mais je sais pas, parce que... Bon, alors, la maison Colombier, on fait quand même... Tu sais, quand on parlait de comment je fais pour être admis, il y a 3 catégories d'admission. On a des gens qu'on va admettre pour une fin de vie. On parlait d'un pronostic en bas de 2 à 3 mois. Okay. C'est ce qu'on a le plus classique. souvent. Ouais. On a des admissions qu'on va faire pour des ajustements de symptômes. Donc, moi, ça va arriver que j'ai des patients que je suis à domicile, que je trouve souffrants. On se rend compte que là, ça va pas. Il faut faire des ajustements dans la médication pour aller mieux, mais j'aurais besoin de les avoir à l'œil. Tout le temps. Des fois, là, à la maison, on est obligé d'y aller plus doucement. On fait des ajustements de médicaments moins vite parce que je ne veux pas vous donner des effets secondaires. Vous allez vous retrouver mal pris à la maison. Si je les amène avec moi à la maison Colombier, ils peuvent être là 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Là, ça dépendra. Tu sais, ça prendra le temps que ça prendra. Mais pendant ce temps-là, j'ai des infirmières 24 heures qui vont surveiller ça. Une fois que notre recette est mieux ajustée et que la personne va bien, elle retourne chez eux après. Elle n'est pas guérie. Elle est encore dans son parcours de fin de vie, mais elle est pas stabilisée. Elle est stabilisée, puis elle est soulagée mieux qu'avant de rentrer. Puis, on a une 3e catégorie d'admission qui vont être vraiment pour des répits. À ce moment-là, des gens qui viennent pour... Tu sais, ça nous permet de soulager un peu la famille, c'est de leur laisser 1 semaine, 2 semaines de repos. Nous, on offre les soins pendant ce temps-là. Sauf qu'on garde nos répits parce que c'est sûr que... Il y a des critères différents. C'est ça. Comme on dit qu'on est quand même une petite pension, je peux pas prétendre qu'on fait ça extrêmement souvent parce que la majorité des lits sont pleins avec nos patients en fin de vie, mais on va garder donc ces répits-là pour des patients qui sont quand même avec une maladie à visée palliative. Donc, exemple, j'ai un cancer, je suis pas en train d'en mourir, mais c'est assez malade, puis là, ma conjointe a besoin d'être hospitalisée. Ça arrive des fois ça. Elle rentre, elle va être opérée. Moi, je vais faire quoi toute seule à la maison? Ah ben des fois, on va prendre cette personne-là 1 semaine, 2 semaines, puis quand son proche va ressortir de l'hôpital, il va retourner à la maison après. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. OK. Donc, on comprend toute l'importance de la maison Colombier dans notre milieu. Est-ce qu'il y a des campagnes de financement, des choses qui s'en viennent pour la maison dont on pourrait parler pour inciter les gens à participer et à investir dans leur communauté? Investir dans leur communauté. Ouais. À chaque année, l'année passée, il y a eu pour la première fois le souper aux morts au grand rassemblement de la forêt qui a été un succès. OK. On a annuellement un tournoi de golf qui se tient au mois d'août, l'Omnium Joanne Pécha. OK. Puis après ça, on a la collecte de canettes Ça qui revient annuellement. Qui revient annuellement.
Dans l'année précédente, on a fait 3 moitié-moitié qui ont, encore une fois, été un succès. Vous allez reprendre la formule cette année? J'ai-tu la confirmation que oui? Je sais pas. Mais vous l'aurez appris ici. on va travailler ça. Oui, je suis pas capable de dire vraiment Mais bref, si ça va... ça va revenir, mais bref, si ça ne revient pas, il y aura d'autres manières Oui, c'est sûr que tu sais, la mission numéro 1 du conseil d'administration, c'est vraiment de travailler pour le financement parce que c'est le nerf de la guerre. Il faut que ça vive. Puis, tu sais, avec la réponse de la collectivité, on le sait là, que c'est un besoin, puis on le sait que les gens y tiennent. Puis, tu sais, ça renforce un petit peu notre mission, là. Tu sais, moi, je te dirais qu'on est vraiment chanceux. Là. J'y suis à tous les jours dans la maison Colombier. Puis c'est pas rare là, qu'on a des gens qui cognent à notre porte, qui viennent en rentrant « Allô, je veux faire un don, comment je fais? » Qui viennent nous porter des sous. C'est vraiment fréquent. Tu as raison je trouve qu'on est vraiment bien soutenus par la communauté parce que, oui, on fait des choses pour solliciter puis les gens répondent bien, mais on n'a pas toujours besoin de solliciter. Les gens pensent à nous, viennent nous porter des sous. C'est vraiment ça démontre l'importance que ça a pour la communauté. Là. Ouais. Après ça, il y a le site Internet où on peut... Ça, n'importe quand? Oui. Parfait. Oui. Génial. Si vous gagnez à l'auto, pensez à Maison Colombe-Beaulieu. Non, mais tu sais, on partage. Excusez, je vais changer vraiment de ton. Moi, quand j'étais petit puis que mon grand-père est décédé, je me rappelle d'être allé au salon mortuaire puis de faire « c'est mon premier mort ». C'est la première fois que je suis confronté à ça. Puis veux pas, ça amène beaucoup de réflexion par rapport à la vie. Quand tu es petit, tu ne l'as pas tout de suite, mais t'avances avec ça. Là. Je suis plus vieux, j'en ai plus de fait qu'il m'en reste à faire, techniquement. Fait que, on a un rapport avec la mort qui change. Vous êtes un peu toujours... Tu sais, je veux dire, je ne sais pas combien de personnes t'as vu mortes, là, tu sais, mais probablement des dizaines et des centaines de plus que moi. Comment ça change notre rapport avec la vie? Je ne sais pas si ma question est niaiseuse. Ça change, en tout cas, certainement notre rapport à la mort. Oui, c'est ça. Dans le sens où... Bien, moi non plus, là, avant de commencer les soins palliatifs, dans mon enfance, dans ma vie personnelle, j'étais pas extrêmement exposée à ça. Puis je trouve que dans notre société aujourd'hui, on n'est plus exposé à la mort, justement. Si tu recules, il n'y a pas si longtemps que ça, les gens décédaient plus à la maison, les gens étaient exposés à la maison. Fait qu'on était comme plus habitués de voir ça se passe comment, ça se produit comment. Puis aujourd'hui, en 2025, ce qu'on connaît de la mort, c'est à peu près presque juste ce qu'on voit à la télé, tu sais. Parce que même dans nos proches, dans notre propre famille, tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai un grand-oncle qui est décédé, justement, ma grand-mère avait dit, bien là, rendu à une certaine période de sa fin de vie, il voulait plus qu'on y aille, tu sais, il voulait qu'on garde une bonne image de lui. Fait que ça a l'air de quoi, cette étape-là, dans quel état il est, c'est quoi l'image qu'on doit pas voir? On le sait pas, puis là, on s'imagine plein d'affaires. À partir du moment où on est exposé, moi, je te dirais que ça m'a mis beaucoup plus en paix avec le phénomène. C'est un parcours de vie, c'est des changements corporels, mais normal, là, naturel. Tout le monde passe par là. Oui, on reste fondamentalement un gros paquet d'atomes. Oui. Puis, tu sais, moi, ça me fait rire. C'est quand même souvent, des fois, on se dit, oui, mais justement, ces étapes-là sont pas chics, puis, tu sais, il y a des changements dans le corps, il y a des sécrétions, il y a toutes sortes d'affaires. Mais, tu sais, quand on y pense, une naissance non plus, c'est pas chic, là. Je veux dire, dans le corps, dans la médecine, on voit de tout, là. Puis une chirurgie, c'est vraiment pas chic non plus pour avoir été au bloc opératoire. Tu sais, c'est des choses quand même qu'on voit. Donc, nous, on réalise pas. Oui, et qu'on peut démystifier parce que finalement, c'est une raison de se priver de passer du temps entre nous parce qu'on est rendu là dans moi, notre fin de vie. j'ai déjà reçu quelqu'un ici sur les soins de fin de vie, quelqu'un qui témoignait de comment ça s'était passé avec son père. Puis, je te dirais que c'était beaucoup un message de beauté, d'amour, de ça ressort souvent. Tu sais, je trouvais que ça donnait une autre vision de la mort, du passage. C'est un cycle, là, quand même. Oui, il y a des histoires tragiques, là, j'imagine, mais il y a quand même quelque chose de naturel là-dedans, tu sais, la naissance, la vie, la vieillesse, la mort. C'est vrai que c'est moins tragique qu'un accident. Comme un moment de pause, dans le sens où tu sais, bon, quand tu sais que ton proche est en fin de vie, on se libère, là, pour être présent, les familles. Donc, tu sais, on a souvent des familles, justement, qui vont être à la maison Colombier, qui vont, comme on parlait tantôt, qui vont dormir là, qui vont habiter là pendant plusieurs jours. Donc, là, on est ensemble, on fait comme un plein de souvenirs, toute la famille ensemble. Il y a beaucoup de choses qui se réparent aussi, hein, quand on sait que, bon, la vieille chicane qui traîne depuis longtemps, alors que là, on est rendu là. Oui, il y a beaucoup de discussions qui se font à ce moment-là. Il y a beaucoup de souvenirs qui se créent là.
Puis, tu sais, on s'oblige à mettre notre vie sur pause là, quand on sait que, oh, attends un peu, là, il se passe ça. Fait que les familles se rassemblent, on vit 2 semaines, 3 semaines, tout le monde ensemble. Fait que, tu sais, il y a quelque chose qui est aussi profondément beau là-dedans, qui n'est pas juste triste. Puis là, on a parlé beaucoup du système puis des gens qui allaient mourir, mais tu nommes la famille. Comment on se prépare à ça? T'sais, comment on peut en parler en famille quand ça nous arrive? T'sais, moi, je sais que quand c'est arrivé avec ma mère, on était complètement désemparés, on ne savait pas, on n'avait pas... Bref, on a peut-être été mal guidés là-dedans, mais moi, je me rappelle d'un sentiment de... Tu sais, je sais pas... Dépassé dans tout être ça. complètement dépassé. Comment on aborde ça ou on devrait approcher ça quand ça arrive dans nos familles aussi? T'sais? Mais moi, je pense qu'il faut en parler plus que ce qu'on en parle. Puis c'est ça, des fois, les gens, on se dit, oui, mais c'est malaisant, ou de quoi, comment on va parler de ça, comment on va se le dire. Puis c'est là que, des fois, je trouve, c'est important d'en parler même bien avant la maladie. Même si ça fait de la peine, tu sais, parce qu'on passe aussi Je pense que oui, c'est important justement d'avoir ces discussions-là, parce que ça fait un peu partie, tantôt je te disais, le diagnostic, ça se digère par plusieurs petites étapes. L'idée de notre mort, ça se digère par plusieurs étapes aussi. C'est pas en une journée qu'on décide tout ce qu'on veut faire. Puis je te dirais que l'arrivée de l'aide médicale à mourir a un peu forcé cette discussion-là, dans le sens où on a de plus en plus des gens qui sont même pas malades, qui commencent déjà à nous dire, le jour où je suis malade, je vais demander ça, puis qui en parlent avec leurs proches. Fait que ça ouvre une certaine discussion sur... Ah ouais, apprendre à se projeter dans l'avenir, apprendre à... On se projette, quand on est jeune, on se projette dans notre futur métier, on se projette... moi, mon mariage, j'aimerais ça qu'il soit comme ça, éventuellement, peut-être projeter un peu plus l'image de notre fin de vie puis de la préparation. Puis, tu sais, même si je sais que les discussions sont pas faciles, je vous dis pas, faites ça en fin de semaine, vous allez voir, c'est trippant, c'est super agréable. Tu sais, il y a des moments aussi où on se sent plus connecté puis prêt à parler de ces choses-là. Mais je suis d'accord avec un peu ce que tu exprimes. Moi, j'ai jamais vu de famille aussi mal pris puis souffrant dans des moments comme ça que ceux qui s'en étaient jamais parlé. Ouais. Quand on se retrouve avec un proche qui est plus en état de répondre, puis qu'on se tourne vers la famille en disant, il voudrait quoi? Puis là, tu dois décider, alors que tu dis, ben je sais pas, on s'en est jamais parlé. Ça pèse extrêmement lourd. Un peu comme les dons d'organes aussi. C'est le même genre de discussion qu'il faut avoir. Oui, puis la famille peut en garder des blessures de ça aussi. Là, quand il faut décider pour quelqu'un, il faut prendre des décisions qu'on... Puis ça laisse plus de place dans la famille à des chicanes, dans le sens où, bon, si toi puis moi, on doit décider pour un ami, puis là, on se dit, OK, moi, je pense qu'il voudrait ça, toi, tu penses qu'il voudrait ça. Oui, ça se peut qu'on se chicane. Si on en a parlé avant, puis qu'il nous a dit, moi, là, le jour où ça m'arrive, ou moi, je voudrais pas ça. Bien là, tout ce qu'on a... Qu'on soit d'accord ou non, on se dit, rappelle, il y avait ça. Oui, on y va pour la personne. Mais t'as raison. Moi, quand c'est arrivé avec ma mère, complètement... Mais je peux te dire que là, mon père, si un jour ça arrive, tout est déjà prêt. Parce que là, on le sait comment ça se passe. T'sais. Je pense que les gens sont peut-être mal informés puis qu'on devrait... J'aime ça l'idée d'apprendre à en parler, même si c'est pas plaisant. Ça reste une réalité. Tu as raison aussi sur le fait qu'on peut pas tout prévoir. On peut essayer d'en parler, mais finalement, peut-être qu'il va m'arriver quelque chose dans ma santé que j'aurais pas vu venir puis que j'aurais pas dit expressément aux gens, faites ça, ça, ça. Là. Mais on peut quand même parler de notre vision générale. Moi, je vois ça comment la mort, je vois ça comment la vie. T'sais, les gens parlent souvent d'acharnement médical et on fait de l'acharnement. Mais c'est tellement différent d'une personne à l'autre. C'est quoi pour toi s'acharner? C'est quoi pour toi s'acharner? On peut échanger à ce propos-là, même si on ne sait pas... Tu sais, j'ai pas besoin que tu le dises. Tu voudrais-tu être gavé, tu sais, précisément pour un soin bien précis? Mais en gros, tu vois ta vie puis ta fin de vie comment? Puis ça va m'outiller le jour où il faut que je décide. Je vais me dire, bon, Joanie, elle m'avait dit que, tu sais, ça va être plus facile. Oui. Oui. Non, parce que c'est tout que des épreuves, là. Puis chacun peut vouloir des choses complètement différentes. Tu sais qu'il existe aussi les directives médicales anticipées. Non, mais on va en parler. Il nous reste 5 minutes. Qui peuvent permettre ça, en fait. C'est un formulaire là, que les gens peuvent trouver sur le site du ministère et remplir eux-mêmes. Ça concerne 5 soins bien précis pour dire, justement, le jour où je suis dans une situation de santé qui nécessiterait un de ces traitements-là, est-ce que je voudrais le recevoir? Donc, par exemple, je voudrais-tu un soluté? Je voudrais-tu être gavé? On peut dire, justement, la réanimation cardiaque. Bon, dans une situation comme celle-là, vous me le faites ou vous me le faites pas. Puis les gens le signent, on le signe en présence d'un témoin. Il y a quelque chose de quand même assez formel là-dedans pour garantir, regarde, moi, c'était vraiment ma décision. N'importe qui peut le faire à n'importe quel âge? Oui. Bien, un adulte, là. Mais oui, effectivement. Puis après ça, on le retourne comme au ministère, là, puis ça fait partie de notre dossier à la RAMQ. Fait que nous, on a la responsabilité, quand une personne est admise à l'hôpital, d'aller vérifier est-ce qu'il a rempli des directives médicales anticipées. Parce que si oui, on va s'y conformer, là. Ça peut être une façon d'outiller nos proches aussi, de laisser savoir nos volontés. Mais de le faire, mais de le dire. Tu sais, un peu comme je parlais de la carte de don d'organes, tu as beau l'avoir signé, mais d'en parler, ça fait que ça crée un consensus. Ça peut être une belle façon, justement, d'aborder le sujet. Je remplis ce formulaire-là, on en parle avec les proches, puis on entame une discussion sur
Oui. l'éventuelle Puis nous aussi, ça va fin de vie. faciliter la discussion parce qu'on va pouvoir dire à la famille, on a trouvé ce formulaire-là, tu sais, votre proche avait déjà mentionné vouloir ou pas vouloir ça. Puis tu sais, ça peut faciliter la discussion. Ben oui, parce que tu veux respecter, je pense, la volonté de la personne, même si... Ouais. Ben, du moins, quand elles sont exprimées, même si tu n'es pas d'accord, tu dis, ben, elle ne m'appartient pas, c'était elle a décidé ça, donc on va prendre cette décision-là. Wow! Hey, bravo! C'est vraiment fantastique ce que vous faites, c'est tellement important. Moi, je rêvais quand j'étais jeune, à ma mort, qu'on m'en parle, qu'on me transforme en piñata. On m'a dit que c'était pas possible. Excusez-moi, j'aime ça. Détendre l'atmosphère, c'est un sujet quand même un peu dense là, et lourd. On va essayer de détendre l'atmosphère avec ça. Merci beaucoup pour votre beau travail. C'est important. Merci d'être là. Merci de venir vivre à Dolbeau-Mistassini. C'est important d'avoir des gens comme toi qui croient à ces... bel endroit au monde. Là-dessus, merci. Aussi à vous d'avoir été des nôtres. Et nous, on va se dire à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine.